Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culturel du mois de mai. J'ai 6 films à vous présenter, un livre. Alors sans plus tarder, commençons par le premier long métrage, sorti le 1er mai. Il n'y a pas de rattrapage du mois d'avril, pour le coup. C'est un long métrage qui traite d'un couple qui vient s'installer aux États-Unis, mais avant d'arriver sur le sol, encore faut-il passer par un interrogatoire assez musclé. C'est le film Borderline, par Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas. ¿Estás nervioso? ¿Usted sabe qué me pone nerviosa a mí? Los mentirosos. So you're a dancer, huh? Yes. Show us a move. Are you gonna do it or not? No, I don't need to prove this. You wanna get in or not? Do you trust your partner? Diego et Elena projettent de s'installer aux États-Unis. Ils quittent Barcelone pour New York, mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. Alors d'abord, les questions peuvent sembler anodines, mais petit à petit, les agents vont être de plus en plus intimidants. C'est un long métrage en huis clos, court, d'une durée d'1h17 plus exactement. C'est un interrogatoire en temps réel. Et faut bien dire que cette durée, elle est suffisante pour que le concept fonctionne, pour qu'il soit suffisamment fort sans lasser le spectateur. Je tiens à souligner aussi que le film a obtenu le prix décerné par les policiers au festival Reims Polar, où le film est passé. Et c'est un film qui récompense c'est un prix qui récompense le film le plus réaliste. Autant vous dire que ça fait assez peur quand on voit à quel point les questions posées par les agents sont particulièrement personnelles et à quel point ils poussent à bout psychologiquement nos deux personnages. Parce qu'effectivement, Borderline, c'est un film qui cultive un climat de tension tout au long de l'œuvre, y compris dès le début, si bien que le spectateur, il est constamment sur le qui-vive. Avant même que les personnages soient convoqués d'ailleurs pour l'interrogatoire, on s'attend à ce que quelque chose passe mal, au point d'en devenir parano. La réalisation du long métrage est plutôt sobre, ce qui permet de dérouler le tapis rouge à l'écriture, ça permet de mettre en avant et de laisser le spectateur se concentrer sur la narration, sur l'histoire, et notamment sur le rythme des dialogues pour le coup. Borderline, c'est une merveille d'écriture sans temps mort, et il faut dire que c'est aussi un long métrage qui est extrêmement prenant. Je vais vous parler d'un immense coup de cœur que j'ai vu il y a 1 an. Voilà, j'ai découvert ce film en avril 2023 et vous connaissez la politique de la chaîne. Quand je vois un film en avant-première, je vous en parle uniquement au moment de sa sortie parce que je vois pas l'intérêt de vous parler d'un long métrage qui n'est pas encore disponible. Sauf pour les critiques en avant-première, mais ça c'est 3-4 jours avant. Globalement, là je n'avais pas intérêt de vous en parler 1 an avant, ni même de l'intégrer à mes coups de cœur 2023, en sachant que vous n'auriez pas la possibilité de le découvrir juste après avoir vu la vidéo. Donc là ça y est, ce documentaire de Nicola Peduzzi, à qui on doit notamment Ghost Song. Donc ce documentaire de Nicola Peduzzi est sorti le 1er mai. Il s'agit d'État limite. Je me dis, est-ce que je suis pas complice d'un truc qui est fou, tu vois? Tout seul, on peut pas tenir. Tout seul, il faut être un surhomme pour faire ça. Le documentaire prend place à l'hôpital Beaujon, à Clichy, où dans un contexte que vous connaissez bien, de l'hôpital public, où il y a des impératifs de rendement, mais il y a également un manque de moyens évident. Nous suivons Jamal Abdelkader, qui est le seul psychiatre de l'établissement et qui tente de rendre l'humanité aux patients, cette humanité qu'on leur refuse. Sauf que c'est compliqué d'exercer en fait dans une institution qui est elle-même malade. État limite, c'est un témoignage fort qui est porté par Jamal Abdelkader, un personnage impressionnant qui, certes, il y a la présence des internes, mais c'est le seul psychiatre de l'établissement qu'il porte, on peut le dire, à bout de bras. Et par ses convictions, par ses positionnements face à des choix difficiles, ainsi que les liens qu'il tisse avec ses patients, c'est un protagoniste déjà extrêmement touchant, parce qu'il a aussi ses moments de faiblesse, ses moments de doute, mais il garde la face, et à chaque fois qu'il rentre pour un patient, il peut là se sourire sur le visage pour rassurer, même si lui, au fond, ne va pas, et a clairement des difficultés à exercer dans ces conditions. Il y a des séquences en extérieur où Jamal, debout sur le toit de l'hôpital, observe la vue panoramique sur Clichy. Ce sont des plans assez récurrents. Ce sont des instants hors du temps
pour le coup, loin du vacarme du service, où le psychiatre mène une introspection, donc à la fois sur lui-même, sur la pratique du métier, mais aussi sur les conditions. Donc il est tantôt seul ou accompagné d'une collègue, et il interroge le futur de cette profession en crise. Forcément, quand un film se déroule dans un milieu médical, il y a toujours cette distance assez particulière à adopter avec les patients. Là, en l'occurrence, Nicolas Peduzzi filme les patients avec un grand respect, c'est-à-dire qu'il ose parfois le frontal, avec l'accord évidemment des gens, mais il n'hésite pas non plus à se dissimuler, vous savez, derrière l'encadrure de la porte pour capturer une conversation intime sans pour autant s'imposer dans la pièce. Autre film sorti le 1er mai, décidément c'était une sacrée semaine, et on reste dans le cinéma français avec un film de Pascal Bonitzer qui était l'une de mes grosses attentes de l'année, qui prend place dans le milieu de l'art et plus particulièrement le milieu des commissaires-priseurs, puisqu'il s'agit du film Le Tableau volé. On le croyait détruit, il a disparu en 1939. Voilà, quand ils ont passé leur belle jeunesse aux anciens propriétaires. Ils bossaient avec la police allemande. Il y a un mot qui explique tout, c'est dégénéré. L'art dégénéré. Moi, je veux pas de ce tableau. Enfin, je veux pas avoir de sang sur les mains. Ce tableau, il l'a acquis en toute bonne foi. Il a droit à quelque chose. On va essayer. Je suis sûre que vous pouvez faire mieux que ça. Notre personnage principal, c'est André Masson, interprété par Alex Lutz, un commissaire-priseur dans une célèbre maison de vente, la maison de vente Scotties en l'occurrence, qui reçoit un jour un courrier qui dit qu'une toile d'Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Donc au départ, il n'y croit pas. Il finit par se rendre sur place, accompagné de son ex-épouse, donc Léa Drucker, et réalise qu'effectivement, c'est bel et bien une vraie toile qui a été par le passé spoliée par les nazis. Je vais commencer par vous parler du film en évoquant une critique que j'ai lue dans le magazine Beaux-Arts qui soulignait la façon dont le milieu de la vente est dépeint, une façon particulièrement réussie. Moi, je vais être honnête, le milieu des commissaires-priseurs, j'y connais pas grand-chose. Et n'étant pas familière, j'ai trouvé ça très limpide et extrêmement compréhensible. C'est bien présenté, sans que le didactisme ne soit trop apparent à l'écran, parce que ça c'est le risque aussi en fait, c'est que quand on t'introduit un univers que tu ne connais pas, on peut avoir le sentiment d'être pris par la main, et c'est pas le cas ici. Ici, c'est plutôt agréable, en tant que spectateur, de ne pas se sentir considéré comme stupide par un récit qui aurait pu chercher à nous guider de façon trop visible. Dans cette histoire, André Masson, notre commissaire-priseur, n'est pas seul, puisqu'il est épaulé par sa stagiaire, Aurore. J'en parle parce qu'en fait, la dynamique entre les personnages, je trouve, est la plus grande force du film, et notamment la dynamique entre ces deux personnages, puisque lui, il est exécrable, clairement, il la considère comme une moins que rien, et elle tente de se faire une place dans ce milieu, malgré sa pauvreté, et donc va venir jouer le rôle d'une fausse bourgeoise, y compris dans des ventes aux enchères, où elle enchérit alors qu'elle n'a même pas l'argent pour acheter ses œuvres. Ce sont deux personnages qui vont s'apprivoiser. Au départ, évidemment, leur relation fait des étincelles, et puis ils vont apprendre à se connaître mutuellement, à s'apprécier, et puis surtout à s'apporter mutuellement quelque chose. Le seul bémol que j'ai avec le film, c'est également lié à ces personnages, pour le coup, c'est que, afin de donner de la consistance, Pascal Bonitzer, il vient greffer des intrigues personnelles sur chacun de ses héros. Sauf que c'est le cas pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire que chaque personnage a une sous-intrigue qui n'est pas forcément nécessaire au récit principal, elles sont souvent sommaires, et je tiens à vous dire quand même que le film fait 1h30, et c'est peu. Donc comment vous dire que ces sous-intrigues qui sont donc déjà assez sommaires et qui en plus ne représentent que quelques minutes dans le long métrage, on a l'impression en tant que spectateur qu'elles ont été mises là juste pour que nos personnages soient plus étoffés. Ce qui fait que parfois il y a des portes ouvertes sur nos personnages qui ne sont jamais refermées. Je songe au personnage de la stagiaire, à nouveau Aurore. Il est question à plusieurs reprises de sa relation avec son père, sauf qu'on ne connaîtra jamais la conclusion entre les deux. Et le cinéma français, encore, avec un long métrage sorti le 15 mai, le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, le nouveau Quentin Dupieux, un film qui a mitigé, clairement, c'est le deuxième acte. C'est ça la vraie histoire, c'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je peux me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi, non mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Florence, Léa Seydoux, veut présenter David, Louis Garrel, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père, Guillaume, Vincent Ladon.
Sauf que David n'est pas attiré par sa petite amie et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son meilleur ami Willy, Raphaël Quenard. Et donc nos personnages vont se retrouver dans un restaurant perdu au milieu de nulle part. Vous avez entendu, il s'agit d'un casting 5 étoiles, Louis Garrel, Léa Seydoux, Raphaël Quenard, Vincent Lindon, ainsi que la révélation du film, Manuel Guillot, qu'on va revoir je pense, parce que c'est lui qui s'en sort le mieux de tout le long métrage. C'est un film qu'on pourrait qualifier de méta. Le terme méta, on l'emploie beaucoup sans forcément expliquer ce dont il s'agit. Une œuvre méta, c'est quand un ou plusieurs personnages sont conscients qu'ils sont dans une fiction. Et donc ça amène de l'autoréflexion, une forme d'introspection dans le film. Ici, le deuxième acte raconte le tournage d'un film, qui est le tournage lui-même d'un film, et sans trop en dévoiler, qui pourrait encore être le tournage d'un film. C'est un récit sur plusieurs niveaux, vous l'avez compris. En fait, pour la faire courte, les acteurs jouent des acteurs qui jouent eux-mêmes des acteurs. Ce qui amène à plusieurs reprises à briser le quatrième mur, notamment au début du film, où Louis Garrel et Raphaël Quenard marchent en jetant régulièrement des regards à la caméra lorsqu'ils évoquent les spectateurs au cours de leur conversation. C'est une expérience qui est assez déroutante et c'est encore plus particulier dans le sens où briser le quatrième mur, ça arrive, mais là le film parle vraiment de nous, spectateurs, et de notre rapport au cinéma. C'est donc une œuvre de méta, et faut bien dire que c'est un exercice qui est propice à l'autoréflexion, ce qui fait qu'à plusieurs reprises, il va être question de thématiques en lien avec le milieu du cinéma, que ça soit la cancel culture, l'usage de l'intelligence artificielle, la quête d'Hollywood, les accusations d'agression sexuelle également, des thématiques abordées en vrac. Et je pense qu'en vrac, ça me semble le bon terme, parce que c'est abordé à travers quelques phrases à peine, ça va pas plus loin, et j'ai un peu le sentiment d'un pêle-mêle cynique, vous voyez, qui fait état des lieux du cinéma d'aujourd'hui. Et le cinéma français, encore, je suis trop heureuse de vous présenter autant de films français qui sont comme tous d'excellente qualité. Celui-ci, je ne dirais pas que je l'ai détesté parce que j'ai passé un agréable moment dessus, simplement il m'a laissé sur le carreau. C'est pourtant le nouveau film d'un réalisateur que j'affectionne énormément, bien qu'il soit traité régulièrement de réalisateur bourgeois. Et je trouve qu'effectivement c'est peut-être son œuvre la plus bourgeoise. Il s'agit de Marcello Mio de Christophe Honoré, sorti le 22 mai. J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. Oh. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père. Il te manque, c'est tout. Mais Kira, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça? Bah, ça me rend heureuse. Dis-toi qu'elle est comme une somnambule et faut pas la réveiller brusquement. C'est un film qui raconte l'histoire de Chiara Mastroianni, donc la fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, qui se demande en fait si elle devrait pas plutôt vivre sa vie dans la peau de son père, voilà. Parce qu'en fait sur un tournage, Nicole Garcia, donc la réalisatrice, va lui proposer de jouer à la manière de Marcello. Et donc Chiara va se demander si effectivement ce serait pas mieux de se faire passer pour son père. Elle va donc s'habiller comme lui, parler comme lui, se comporte vraiment comme lui, au point d'inciter son entourage à se comporter comme si elle était Marcello Mastroianni. Je vous l'ai dit, j'apprécie les films de Christophe Honoré, qui même s'ils appartiennent à un environnement bourgeois, un environnement parisien, certes, ce n'est pas des plus évocateurs, mais personnellement, ça m'a jamais dérangé, parce que j'aime bien ce milieu, ça me fait plaisir de voir un peu, de voir cet environnement au cinéma. Toutefois, avec ce film, ce sentiment, il est exacerbé, parce que cette entre-soi bourgeois, c'est pas de la fiction. C'est-à-dire que ce trouble qu'on nous présente dans les chansons d'amour, par exemple, ou bien ce professeur Bobo interprété par Louis Garrel dans La Belle Personne face à Léa Seydoux, c'est de la fiction. Ici, on est dans un exercice à part puisque les personnages jouent leur propre rôle. Et donc cet entre-soi bourgeois qu'on nous présente, bah, il existe réellement. On a le sentiment en tant que spectateur d'arriver dans un clan qui est déjà construit, et c'est le cas, et qu'il faut saisir les relations à la volée. Ça veut dire que certes il est question d'héritage, mais en fait à partir du moment où votre personnage principal il part sur les traces de son père, et qu'en fait ça se passe dans un resto italien bien guindé, dans un hôtel au bord de la plage en Italie, bah, on a un peu le sentiment d'être invité chez des copains bourgeois qui ont un univers spécifique et dont on peine à comprendre et dont on peine à partager d'ailleurs les mœurs. Après je vous l'ai dit, hein, j'ai pas boudé mon plaisir, loin de là, j'ai passé un excellent moment devant, mais en fait j'ai eu du mal à ressentir de l'empathie de façon générale pour ce qui se passe à l'écran, parce que les problématiques de ces personnages, elles sont bien trop éloignées du public pour qu'on puisse être touché. Bon, on a fait le tour du cinéma français, passons désormais au blockbuster américain
avec un long métrage de George Miller qui était particulièrement attendu, qui s'inscrit dans la lignée de sa saga Mad Max. C'est le préquel sur le personnage de Furiosa. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. Furiosa, c'est un personnage qu'on a rencontré dans Mad Max Fury Road. Ici, George Miller vient raconter son histoire. Donc à l'origine, une enfant qui vit dans une terre d'abondance. Parce que, pour rappel, Mad Max c'est donc un univers apocalyptique où globalement les gens vivent dans le désert ou dans des mini-sociétés. Voilà, c'est un futur en fait où on a soif, où on a faim, où on est misérable. Et donc Furiosa, elle grandit dans une terre d'abondance. Sauf qu'elle va être kidnappée par des Mentus qui a sa horde d'hommes, sa horde de fidèles presque. Il est considéré vraiment comme une figure importante au sein de son groupe. Et donc Dementus va l'enlever et on va suivre l'enfance de Furiosa, puis son passage à l'âge adulte en fait. Furiosa, c'est un projet qui me faisait extrêmement peur. Non pas par sa qualité visuelle, parce que en termes de réalisation, je fais totalement confiance à George Miller, en termes de photographie également. D'ailleurs, les premières images étaient impeccables, mais parce que je ne saisissais pas l'intérêt de faire un préquel sur ce personnage. Je me trompais. Parce que George Miller, à travers ce film, il prouve à quel point il est un excellent conteur. C'était déjà le cas dans 3000 ans à t'attendre, qui pour moi avait été un gigantesque coup de cœur. Et bien sûr, je maintiens que le film n'était pas nécessaire, mais en fait, quand une histoire est aussi bien racontée et aussi prenante, honnêtement, j'ai pas envie d'aller taper ce doigt de George Miller en prétextant que le projet n'était peut-être pas le plus utile possible, mais on passe un si bon moment devant et c'est tellement rare des blockbusters d'une telle qualité que franchement je peux que vous encourager à aller voir le film. J'avais une autre crainte aussi avec ce préquel, c'était qu'il en dévoile trop du lore de Mad Max qui est quand même monumental. C'est pas le cas. Ce que j'aime, c'est que George Miller, il maintient le mystère qui est cultivé autour de ce monde. Non, à travers ce film, on ne saura rien de l'existence des Warboys. Enfin, on verra les Warboys, mais on ne saura rien de comment est-ce qu'ils sont nés, enfin, on se doute, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas nous donner des explications concrètes en fait. Pareil pour Immortan Joe, pour la Citadelle, ça permet, je trouve, de garder la légende intacte, et pour le spectateur, ça nous donne une expérience assez similaire au personnage en fin de compte, dans le sens où on arrive dans un monde qui est préétabli, et on n'a pas le temps de chercher à comprendre de quoi il s'agit, le pourquoi du comment, en fait, il faut le prendre comme tel. Et ça s'applique aussi aux personnages, hein. Par exemple, je songe à cet homme, Jack, que Furiosa va côtoyer pendant des années. Nous, on va le côtoyer, je dirais, pendant 1 heure. Et en fait, au moment des au revoir, on va toujours pas savoir qui c'est. On connaît simplement son nom. Et c'est parce que c'est comme ça, dans le Westland. Les personnages, ils sont de passage. Et toi, tu peux juste les saisir comme ils sont. C'est un divertissement qui est grandiose, faut le dire, avec une narration extrêmement fluide. On voit pas passer le 2h38. L'action est lisible également, et ça c'est non négligeable pour des films d'action, parce qu'il y a tellement de longs métrages qui sont mal montés qu'on a du mal à se repérer dans l'espace. Ici c'est pas le cas, on n'est jamais perdu dans l'action. Et George Miller a plus de 80 ans, et chapeau, parce que à cet âge il parvient encore à réaliser des films qui sont totalement dans l'air du temps. Et on va passer à un coup de cœur littéraire pour le coup, que j'ai acheté en prévision du Festival de Cannes, parce qu'effectivement l'un de mes réalisateurs préférés présentait une adaptation de cet ouvrage au festival. Le film est un coup de cœur, il sera dans mon top 3 de l'année avec État limite, ça j'en suis persuadée. Mais je vais pas vous en parler maintenant parce que le film n'a pas encore de date de sortie. Et donc un film qui est adapté de l'ouvrage Limonov d'Emmanuel Carrère. Limonov, c'est pas un personnage de fiction. Édouard Limonov, il a vraiment existé, Emmanuel Carrère l'a connu, c'est un personnage qui a été tour à tour voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique, il a été clochard, il a été valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, il a été un écrivain branché à Paris, il a été un soldat perdu dans les guerres des Balkans, et enfin il a été un vieux chef charismatique d'un parti de jeunes dans l'immense bordel de l'après-communisme en Russie. C'est un personnage fascinant, qui a mené, vous l'avez lu, 1001 vies. On croirait que c'est un personnage de roman.
Et donc Emmanuel Carrère l'a rencontré pour raconter son histoire. Mais vous savez, c'est pas une biographie comme ce que font les ghostwriters, donc vous savez, ces écrivains qui interrogent la personne et qui écrivent à la place d'eux. Non, là Emmanuel Carrère, il relate pas seulement la vie de Limonov, c'est la vie de Limonov vue par Carrère. C'est là que réside toute la nuance du récit. Alors bien sûr, il rapporte parfois des citations de Limonov quand il lui raconte son histoire, mais Emmanuel Carrère raconte également comment son chemin a croisé celui de Limonov. Il pose également le contexte politique. Par exemple, l'introduction raconte comment il a retrouvé Limonov, comment est-ce qu'il a recroisé lors d'un rassemblement, comment est-ce qu'il a reconnu cet homme qu'il avait autrefois croisé simplement. Et c'est vrai que dès l'introduction, Limonov est présenté comme une figure insaisissable et lointaine. C'est un personnage qui a ses contradictions, érudit, qui à la fois tombe dans la déchéance lorsqu'il devient clochard à New York, qui a besoin que quelqu'un se préoccupe de lui, il a besoin qu'on l'aime, mais aussi quelqu'un qui est provocateur. Il y a tellement de choses à dire sur Edouard Limonov. C'est un personnage qui pense être au-dessus des autres, qui se croit au-dessus des autres, qui perd son intelligence, en fait, estime que justement être intelligent, ça veut dire être sans pitié pour son entourage. Et je pourrais vous faire une analyse complète du personnage, mais c'est tellement riche en fait psychologiquement. Et vous commencez à me connaître, vous commencez à connaître mes goûts en termes de fiction. Moi, ce qui me passionne le plus dans les histoires, ce sont les personnages. Et Emmanuel Carrère capture un personnage tout en nuances pour le coup, et en cela Edouard Limonov est un personnage aussi repoussant que fascinant. C'est un véritable personnage romanesque que l'on croirait sorti d'un roman de Dostoïevski, qui je pense d'ailleurs sera l'une de mes prochaines lectures, parce que là pour le coup, après avoir été plongé dans l'univers soviétique pendant combien ? Pendant près de 500 pages, il me tarde d'y replonger. Et c'est un personnage qui est aussi assez impressionnant parce que pour le coup, il touche plusieurs fois le fond du trou, c'est ce qu'Emmanuel Carrère dit, et pourtant il parvient toujours à se relever en fait. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.